Troisième et dernière partie de l'Africaine Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Francis Kalombo, député frondeur de la majorité en République démocratique du Congo, Boni Kintambala, cadre dirigeant du PPRD, et de notre éditorialiste Jean-François Kandji-Kombé. Et tout de suite, dans l'actualité économique, le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé samedi 1er avril dans le sud du pays la construction du dernier volet du projet Nour. Il s'agit de la dernière étape du chantier de l'une des plus grandes centrales thermosolaires au monde. Siamo Victoria Sedji. Après Nour Ouarzazate 1, 2 et 3, les travaux de la centrale électrique photovoltaïque Nour Ouarzazate 4 ont été lancés le 1er avril 2017 par le roi Mohamed VI du Maroc. C'est la quatrième et dernière étape de construction du plus grand site de production solaire multitechnologique au monde, un projet qui s'inscrit dans le plan marocain dont l'objectif est de réaliser un important mix énergétique. La forme du complexe de Nour Ouarzazate va permettre de produire un total de 582 MW qui seront injectés sur le réseau national. Ce projet qui fait appel à la technologie photovoltaïque est un tremplin pour la réalisation de plusieurs projets infrastructurels. Le plan marocain ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 52% d'ici 2030. Le Maroc confirme ainsi sa volonté de contribuer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce projet, c'est une solution écologique en forte croissance qui se concrétise sur le continent africain. Le développement de ces projets et l'atteinte des objectifs assignés pour 2020 et 2030 ont aussi comme ambition de créer des ponts avec notre continent de manière générale. Donc le développement des énergies renouvelables, le développement du secteur de l'énergie de manière plus large et permettre à notre pays, sous la direction éclairée de Sa Majesté, d'être pionnier dans ces domaines, mais aussi d'anticiper sur les besoins futurs dans notre pays et du continent. Le complexe de Nour Ouarzazate est un investissement global de 24 milliards de dirhams. La fin des travaux est attendue pour début 2018. Rappelons que les centrales Nour Ouarzazate 2 et 3 sont en cours de construction, tandis que la première est déjà en exploitation depuis début 2016. Jean-François, on peut le dire, cette centrale Nour, c'est un projet titanesque. On peut dire que c'est la pierre angulaire de ce projet marocain des énergies renouvelables. C'est ce qui arrive quand on a des dirigeants qui ont de la vision politique et qui ont de l'ambition pour l'avenir et pas de l'ambition personnelle, de l'ambition pour leur peuple et pour leur continent. Il y a toutes les raisons de se réjouir de cette initiative-là, en tout cas de cette troisième phase de cette énorme opération. Troisième et dernière phase. Dernière phase de cette énorme opération. L'ambition n'est pas seulement de pourvoir aux besoins en énergie du pays, donc du Maroc, mais c'est aussi de pouvoir pourvoir aux besoins des autres pays environnants. C'est un projet, sinon sous-régional, en tout cas c'est un projet panafricain. Il faut le prendre de cette manière-là. Et puis par ailleurs, pour pouvoir mener un tel projet à son terme, en menant un tel projet à son terme, le Maroc est en train de se doter d'un savoir-faire dont il pourra faire profiter d'autres pays en Afrique, en tout cas qui permettra dans sa stratégie, sa diplomatie économique et panafricaine, de pouvoir avancer. Nous sommes quand même sur ce continent où les énergies renouvelables sont, qu'il s'agisse là du soleil, mais qu'il s'agisse de l'Afrique centrale, nous tous qui sommes au bord de l'Oubangui, du Congo, etc., nous avons quand même des ressources naturelles en termes d'énergie qui pourraient permettre de couvrir la totalité des besoins de l'Afrique. Et il est bon que des projets comme cela nous le rappellent, et puis c'est pas mineur que les objectifs qui ont été fixés au plan international, ce soit un pays africain qui soit à la pointe, en tout cas qui se mette à la pointe pendant que des grands pays comme les États-Unis sont encore en train de descendre, de nous faire descendre dans le sous-sol avec la fracture, enfin l'extraction du pétrole par fracture hydraulique ou je sais pas quoi. Au moins, avec des projets comme ça, on peut être fier d'être africain. Mais on aimerait bien pouvoir l'être plus souvent, et au-delà du Maroc. Boni Kintambala, que vous inspire ce projet marocain? Mais c'est un projet à féliciter. Vous savez, dans les énergies renouvelables, il y a le secteur de la photovoltaïque, d'accord. Donc, effectivement,
le soleil. L'Inde a proposé, le président indien a proposé un projet titanesque qui va effectivement pourvoir l'Inde de l'énergie solaire. Et je pense que ce que le Maroc est en train de faire, c'est un peu le pendant de ce que le gouvernement indien se propose de faire dans les années à venir. Et toute l'Afrique a cette ressource inépuisable, le soleil, et à très forte teneur. Et donc, en dehors de l'hydraulique, nous avons le soleil. Bon, nous avons aussi le vent, l'éolien, qui pourra effectivement combler le déficit énorme d'énergie que nous connaissons en Afrique. Et l'énergie est capitale pour le développement. Donc, il faut passer par cette révolution de la captation de l'énergie. Et le photovoltaïque qui se fait au Maroc, je pense, ça va effectivement, par exemplarité, se propager un peu en Afrique. Voilà. Donc moi, je salue cette œuvre énorme, énorme. Et puis, bon, ça donne de l'optimisme. Vous voyez, parce qu'on vit dans l'afro-pessimisme. Et là, on voit que c'est une technologie qui est mise en place par des Africains. Et bien, donc, les autres, par émulation, feront de même. Voilà. Merci. Dans l'actualité également, depuis le début de l'année 2017, les échanges intra-UEMOA ont enregistré une hausse de 2,8%. Ils sont estimés à plus de 662 milliards de francs CFA. Mais au même moment, la part des échanges intra-régionaux de biens dans le total des exportations de l'Union se situe à seulement 17%. Ibrahima Djoumaba. Les performances économiques dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont sur une bonne dynamique au premier trimestre 2017. Les échanges intra-UEMOA ont enregistré une hausse de 2,8% durant cette période de l'année, selon un rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces échanges sont évalués à 662,1 milliards de francs CFA. Bon, on peut dire que cela va dans le bon sens. L'Union monétaire ouest-africaine, quand même, est l'une des régions en Afrique qui réalise un taux de commerce le plus élevé avec l'Afrique australe. Il faut tout de même noter que la part des échanges intra-régionaux de biens dans le total des exportations de l'Union se situe à seulement 17,6%. Cela s'explique, selon certains observateurs, par des coûts logistiques élevés et le manque d'infrastructures de transport. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les principaux fournisseurs de l'offre intracommunautaire avec 54,9% du total. Le commerce intra-africain bute sur un certain nombre d'obstacles, parmi lesquels on peut citer la question des infrastructures, même s'il y a des corridors en cours de construction. C'est également des problèmes liés aux mesures non tarifaires. Le Burkina Faso et le Mali sont les principales destinations des flux échangés avec 48,3% du total. La plupart des pays de la sous-région exportent des produits agricoles vers l'Union européenne. Les principaux produits échangés entre eux sont le pétrole et les produits alimentaires comme le bétail, le lait, les céréales et les huiles alimentaires. Francis Kalombo, d'après vous, pourquoi est-ce que les échanges intra-régionaux restent-ils aussi faibles ? Il y a beaucoup d'obstacles. Vous voyez, là au moins, on a une chance de constater qu'ils ont quand même évolué. Ils sont à peu près à 18%. Mais quand vous prenez la CEMAC, qui est tout de suite à côté, qui ont en commun le franc CFA, ils sont à 1,5%. Donc le problème, ces obstacles, c'est d'abord les infrastructures, la communication. Et puis, entre nous, il faut qu'on arrive à comprendre une chose, c'est que il y a beaucoup d'obstacles. La libre circulation pose problème. Moi, je me rappelle, en République démocratique du Congo, nous avons notre frontière avec la Zambie, mais déjà, à l'époque, il y avait $100 de visa pour aller de part et d'autre. Maintenant, je me rappelle lorsque le gouverneur Maurice Katumbi est devenu gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a
baisser le prix, il faut un jeton de $10, mais ce qui fait que les gens pouvaient aller en Zambie et revenir le même jour, au lieu d'être logés là-bas ou de revenir au Congo d'être logés. Donc nous voyons avec le Congo-Brazzaville, à partir du moment où il n'y a pas de route, il faut traverser le fleuve, maintenant il n'y a pas de bac, ça pose un problème énorme. Donc il faut que nous arrivions à créer des infrastructures pour permettre la libre circulation. Nous n'avons pas besoin, par exemple, en République démocratique du Congo, de manger les pommes de terre qui doivent venir de l'Europe ou de l'Afrique du Sud, alors qu'à Goma, on peut bien le ramener vers chez nous. Moi, j'étais à Bunia, en Ituri, où je vis que la viande, les gens abandonnent même. Mais comment les ramener à Kinshasa, là où les gens ont besoin? Il n'y a pas de moyen de transport. Même dans le Bandundu, on nous a créé dernièrement Bukangalonzo. C'est vrai, c'est fermé aujourd'hui, puisqu'on n'a pas su bien faire. Mais dans le Bandundu, si la route elle est bonne, mais écoutez, le manioc, le feuille de manioc qu'on peut prendre le matin arrive à midi et on peut le manger à Kinshasa. Donc moi je crois que c'est ça le vrai problème. Il faut d'abord qu'il y ait la liberté de circulation et d'installation aussi, et puis le moyen de transport, les communications surtout, qui peut permettre à ce que l'Afrique puisse décoller. Vous ne pouvez pas quitter l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc avec un moyen de transport, c'est impossible. Boni Kintambala, d'après vous, quels sont ces obstacles? Les obstacles, je pense, relèvent d'un manque aussi de stratégie. D'accord ? La plupart des pays africains importent leur nourriture de l'étranger. Et puis l'étranger, quand je parle d'étranger, c'est de l'Europe, de l'Asie. Oui, en particulier de l'Union européenne. Voilà. Hein. Oui. Le riz vient de l'Asie. Le soja vient du Brésil. Bon, les produits vivriers sont consommés localement. Ce qu'il faut faire, c'est, je pense, l'Afrique doit appliquer une politique de substitution à l'importation. Tous les pays africains doivent s'engager dans cette voie et commencer à industrialiser l'Afrique, à marche forcée. Parce que demain, nous avons le bonus démographique des jeunes instruits qui vont se présenter sur le marché du travail et qui ne trouvent pas de l'emploi. Il faut commencer à industrialiser l'Afrique et nous avons les moyens, nous avons des technologies venant de l'Asie qui peuvent nous permettre de transformer nos produits localement et voilà, d'échanger. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans la zone de l'Afrique australe. Et voilà, nous avons des institutions. Nous avons l'UMOA, nous avons le COMESA, nous avons en Afrique australe la SADC. Mais ce sont des institutions bureaucratiques. Il faut que ces institutions-là commencent à réfléchir sur les stratégies à mettre pour commencer à développer l'Afrique. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacrée à la République démocratique du Congo. Francis Kalombo, merci d'avoir été avec nous. Boni Kintambala, merci également. Merci. Et Jean-François, merci d'avoir été là. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.